Et c'est parti, une nouvelle présentation d'ouvrage sous le chapiteau Raine Ote Aao avec Valérie Murat et du coup à la modération Marie Valleux. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous et bienvenue au 24e Salon du Livre. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici pour cette rencontre avec Valérie Murat, l'autrice du recueil de poèmes Raine Ote Aao, Les Perchés du cœur, qui paraît chez Littérature Maohi cette année. Voilà, merci beaucoup de nous consacrer un peu de ton temps, Valérie. Merci, Marie-Va. Bienvenue parmi nous. Donc, pour rapidement te présenter, tu pourras compléter après. Valérie, tu es enseignante de Rio Tahiti depuis, alors je ne sais plus combien d'années. Alors, de Rio Tahiti depuis 2006, mais enseignante PE depuis 92. D'accord, donc ça fait quand même une longue période dans l'enseignement et à différents niveaux. Donc cette année, tu sors un recueil de poèmes en tahitien, écrits en tahitien et adaptés en français. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce recueil? Comment est-ce que l'idée t'est venue et pourquoi tu as décidé de sauter le pas cette année? Alors peut-être avant de présenter le recueil, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui sont présents là. Yaorana, Rana Tatoporo Iteyemhana. Alors je suis Valérie Murat et peut-être que vous vous demandez comment ça se fait que Valérie Murat écrit en tahitien. Murat, ça ne sonne pas du tout tahitien. Alors c'est parce que mon père est métropolitain. Par contre, ma mère qui est ici dans le public est tahitienne, elle est de Haut-Poix. Famille Tehaï, nous sommes des descendants des Tamatois. Voilà. Donc de Haut-Poix, une longue lignée de Tamatois. Et donc, quand j'ai entrepris d'écrire ce recueil, Raine Ote Aao, en fait, je l'ai écrit en Rio Tahiti. Voilà. Et c'est après que l'idée m'est venue de le traduire en langue française, parce que nous sommes riches aussi de la langue française. Et j'ai pensé aussi à un public qui pourrait s'intéresser aussi à ces poèmes en langue française. Donc, ils sont traduits en langue française. Voilà. Alors, ce sont 40 poèmes bilingues, dont 8 qui n'ont pas été traduits délibérément. Donc, ça fait 32 poèmes en tahitien. 32 poèmes en tahitien, dont 8 n'ont pas été traduits en langue française, donc ça fait 40 en tout en tahitien. Voilà. Et donc, Raine Ote Aao, on va dire, est la suite logique de textes, d'une compilation de textes que j'ai commencé à écrire déjà il y a quelque temps. J'envoyais mes textes à Littérature Maohi. Et l'an dernier au salon, lorsque je suis venue faire un tour au salon, eh bien, Moana Ura, Teheura de l'association Littérature Maohi m'a interpellée pour me demander d'écrire. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis mise à compiler tous ces textes, Raine Ote Aao, dans Raine Ote Aao. Et ce sont des textes en fait qui embrassent plusieurs thématiques. Ça peut aller de thématiques sur l'environnement, Tearutei Mariva, la nature, l'émerveillement devant une baleine, devant le cycle de l'eau, la pluie. Mais ça peut être aussi des problématiques touchant, des thématiques touchant à des problématiques sociétales contemporaines. Donc on sait tous, ce sont des thématiques universelles, hein, la maltraitance des enfants, également des thématiques sur les préjugés, sur la langue. Voilà, hein. Mon premier poème s'intitule Te proprounei tereo, la langue parle et la langue s'interroge, mais on pourra en parler peut-être après. Voilà pour la présentation rapide de cet ouvrage. Merci beaucoup.
La préface est signée de Jackie Briand, donc une autre grande plume du pays. Et puis, au-delà d'une plume, c'est aussi un penseur qu'on connaît bien. Comment la rencontre s'est faite avec Jackie et pourquoi tu lui as demandé de préfacer ton ouvrage? Alors, j'ai pensé à lui parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il a été primé plusieurs fois au Heiva. C'est quelqu'un aussi qui est audacieux. Voilà. Et j'ai voulu aussi quelqu'un d'audacieux pour pouvoir lire mes textes parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait une petite audace dans mes textes. Et donc, j'ai voulu confronter ces textes à quelqu'un qui allait me dire franchement ce qu'il en pensait. Et ça a été le cas parce qu'il m'a fait une liste de corrections à apporter à mon recueil et j'ai été très contente de coopérer avec lui et d'avoir un petit peu sa signature dans cet ouvrage. Et j'aimerais d'ailleurs vous lire un extrait de sa préface. J'attends que tout le monde arrive. Yorana, aparheimei. Vas-y, on t'écoute. Valérie Murat. 40 poèmes écrits de la main de Valérie Murat. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, Valérie Murat de la lignée des Tamatoa, voilà, de Haut-Poix, de Eatea. Qu'elle a compilé dans ce recueil des poèmes qui louent, des poèmes qui célèbrent. Alors je vous traduis au fur et à mesure, je n'ai pas la traduction. Pour que la langue germe, bourgeonne. Pour qu'elle soit aussi une langue d'une branche. Et papararouai d'une autre branche. Et papatupunaai d'une branche ancestrale, d'une origine ancestrale. Atutu Valérie Murat tana mahuero. Elle sème ses graines. Yafanau maiteye arua torotoro. Pour que germe, pour que s'enracinent dans la terre les racines ancestrales. Et aipupouite porifénois pour manger le gras de la terre. Voilà, donc c'est ce qu'il a marqué dans ce recueil. Et j'ai vraiment été honorée d'avoir sa préface dans ce recueil. Jackie Briand, une grande figure de notre pays. Hein. Peut-être la deuxième personne la plus importante aussi dans ce recueil, c'est Tokainiwa Devatine, l'illustrateur. On va en parler justement. Ton recueil est illustré par Tokai. Lui aussi est un artiste qu'on connaît bien au Fénois. Donc, même question, en fait, comment t'es venue l'idée de lui proposer l'illustration de ce recueil et qu'est-ce que, selon toi, sa patte apporte à Raine Otea'au? Alors, Tokai Niwa Devatine est le fils de Flora Devatine, un autre grand écrivain de la littérature autochtone, qui est une des fondatrices d'ailleurs de la maison. C'est la fondatrice de la maison de l'association Littéra Maori. Donc c'est son fils qui est professeur au CMA, Centre des métiers d'art, qui a illustré tout ce que vous voyez sur les planches là que je vous ai présentées. Et cet illustrateur, j'ai voulu l'approcher parce que j'ai compris qu'il arrivait à mettre une distance entre le texte et son interprétation du texte. Voilà, je ne voulais pas d'une illustration qui allait trop dire sur le texte, ni trop coller au texte. Et quand j'étais allée à une de ces expositions à la salle Moria Veil, j'ai vu un petit peu ce qu'il projetait chez les élèves et je me suis dit c'est intéressant et pourquoi pas lui demander de le faire. Il a tout de suite accepté et il s'est passé franchement quelque chose de magique, d'extraordinaire entre lui et moi parce qu'on ne s'est pas vraiment rencontrés. Je lui envoyais mes textes et il me renvoyait son interprétation du texte. Franchement, les œufs du poulailler ont disparu. C'est un
on va dire, un texte un peu narratif sur ce que sont devenus les œufs. Voilà, c'est celui-là. Franchement, quand vous voyez l'illustration, vous vous dites, ouais, ok, des œufs sur le plat. Mais en fait, peut-être que je peux vous lire un petit extrait. Oui. Ce matin, il n'était plus là, ces œufs du poulailler. Trois œufs que je couvais de mon regard d'enfant. Qui les a dérobés? Je veux le savoir. Je veux savoir le fin mot de l'histoire. Mais qui pourra me le dire? Est-ce que c'est un rôdeur? Est-ce qu'ils ont été dévorés? Peut-être un renard. Les renards n'existent que dans les contes des Frani. Et Urira, par contre, c'est un chien. Et un chien, je ne vous dis pas la traduction. Voilà. Donc, voilà ce poème. Et un texte narratif, c'est plus un poème en vers libre, en fait. Voilà. Donc, tu nous as expliqué pourquoi tu as écrit ces poèmes en tahitien. Quelle est, selon toi, la portée? À qui s'adresse-t-il, en fait? Alors, j'ai réfléchi au début, je me suis dit, je vais peut-être mettre du langage un peu populaire qu'on parle dans la rue. D'ailleurs, j'ai laissé le recueil dans la main d'un des surveillants de mon collège qui m'a dit, mais c'est pas lisible. Et en fait, je n'ai pas voulu baisser on va dire, le niveau de langue au niveau du langage qu'on parle dans la rue, parce que je me suis rendu compte, oui, parce que j'ai expérimenté auprès des élèves, je leur ai lu les textes, bien sûr, en les préparant, je me suis rendu compte qu'en fait, ils comprenaient. L'élève a la structure de la langue tahitienne en lui, a les mots, il n'est pas complètement vierge de langue tahitienne. Donc, je me suis dit, non, je ne vais pas baisser le niveau, je vais garder je ne dis pas que c'est un super niveau, hein, ce n'est pas académique, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'ai voulu garder quand même un niveau de langage qui puisse montrer la poésie, la beauté, et montrer aussi que notre langue polynésienne, eh bien, elle peut être chantée, elle peut être lue, elle peut être entendue, et surtout, elle peut exprimer une vision du monde assez compliquée. On a des schémas mentaux qu'on véhicule comme ça qui permettent de dire les choses de façon compliquée. Voilà, c'est pas simplement une langue de la rue, c'est une langue qui peut véhiculer une pensée, une vision compliquée. Voilà. D'accord. Et quel a été ensuite le chemin pour toi, une fois que tu avais compilé les textes, une fois que tu avais fini l'écriture, au niveau de ta pensée, comment tu as cheminé jusqu'à aujourd'hui, maintenant où l'œuvre est publiée et que tu présentes ton œuvre déjà au public et au regard critique? Comment tu appréhendes tout ça? Alors, c'est sûr que quand on écrit comme ça et qu'on est publié, on s'attend forcément à être lu, à être découvert. En tout cas, on espère. On s'attend, on se projette dans la réaction des gens et on se dit comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a forcément une petite appréhension. Mais je me dis, c'est ça qui est intéressant. Et si on a cette forme d'humilité devant le lectorat, on se dit, ils vont faire un retour. Ils m'ont dit, bon, ce texte-là, je l'ai moins aimé. Celui-là, il m'a plus parlé. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, un professeur de tahitien m'a dit, tu n'aurais pas dû faire 40, tu aurais dû faire 15.
oui, ok, j'aurais pu faire moins, mais j'avais envie de tous les mettre là, dans ce recueil. Et on se dit comment le lectorat va réagir, qu'est-ce qu'ils vont me dire. Mais je suis prête à accepter humblement tout ce qui me sera retourné sur ce recueil. Je ne prétends pas être une autrice, voilà. Et pourtant, tu l'es, désolée. Mais je suis heureuse d'être allée jusqu'au bout de ce projet et surtout, peut-être, pourquoi pas dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, être invitée dans les établissements scolaires ou simplement dans des débats littéraires pour parler de mon œuvre. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est la réaction du public. D'accord. Alors, l'histoire on a abordé l'histoire de l'ouvrage, l'histoire de l'ouvrage, ton histoire à toi, et puis ta perception du passage au statut d'autrice. Quelle suite tu te réserves à toi déjà et à ton recueil? Alors peut-être la première chose que je peux dire, c'est que je n'ai pas du tout envie que ça me monte à la tête. J'ai vraiment envie, comme le titre de Fabienne Canor, Humus, rester en bas. Voilà, j'ai vraiment envie de rester à ma place. J'ai pas envie que ça me monte à la tête. Par contre, j'ai d'autres projets d'écriture. Là, j'ai un texte qui s'appelle Tautei. C'est un souvenir d'enfance de mon grand-père et moi sur la pirogue. Quand il est sorti en tahitien, j'ai eu envie de nommer tous les poissons qu'il m'avait appris quand j'étais petite. Et dans ce poème, je raconte aussi qu'il était à l'avant de la pirogue et on pourchassait les poissons. Et il me dit en fait, il fallait vraiment bien écouter. Et moi, j'étais barreuse à l'arrière de la pirogue. Et donc, ce souvenir d'enfance que j'ai traduit dans Tautei, que j'ai traduit en langue française aussi, je me suis projetée dans ce souvenir d'enfance et je me suis dit, pourquoi pas envisager des souvenirs comme ça d'enfance. C'est encore embryonnaire. Et pourquoi pas un autre recueil, si celui-ci plaît bien au public. Et est-ce que tu envisages un autre genre que la poésie ou c'est vraiment ton cœur littéraire? Alors, je dirais que là, pour le moment, il y a eu un jaillissement, vraiment comme une sorte de fureur poétique. Une fulgurance. Oui. Un peu comme Rehia hier avec sa pièce de théâtre, voilà, ça bouillonnait à l'intérieur, il avait besoin d'écrire, c'était un peu comme ça aussi. Bon, c'était pas qu'une source interne, hein. Il y avait aussi beaucoup d'émerveillement. J'ai vu une baleine passer à Makemo, j'ai été émerveillée, ce souvenir il restait dans ma mémoire, je me suis dit un jour je vais l'écrire. Ton Makemo Tora, c'est un autre poème que j'ai écrit. Voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment été habitée par cette, je ne sais pas si on peut appeler ça du mana, ou, voilà, par une sorte cette vision, en tout cas. Ouais. Et j'ai voulu le mettre par écrit au travers de ces poèmes, mais je n'ai pas d'orientation littéraire particulière. Peut-être que demain, j'aurai envie d'écrire une petite nouvelle ou un roman, ou je n'en sais rien. Pour l'instant, rien n'est décidé encore. Mais si Rainé plaît bien au public, pourquoi pas, même au public scolaire, hein, pourquoi pas. Alors, depuis le début de cet entretien, tu parles beaucoup de la force des souvenirs dans ton travail d'écriture. Est-ce que c'est vraiment ta source d'inspiration principale, ou est-ce que tu t'autorises aussi à des rêveries, de la fiction, d'autres choses? Alors oui, il y a des souvenirs d'enfance, il y en a très peu, hein, il y en a 2 ou 3. Quand j'ai écrit Eheyao, et Opua Itereva, c'est une envie d'évasion
dans un espace qui n'existe pas ici. Je ne me projette plus dans le poème. Voilà, je suis détachée, c'est plus le jeu lyrique. N'importe qui peut s'identifier à ce texte. D'ailleurs, au Pua Itereva, j'envisage de partir vers une terre gravide d'allégresse, voilà, donc en langue française, hein, où les chariots de guerre sont transformés en socs de charrue. Voilà, donc ce sont des projections. Il y a aussi des textes avec d'autres climats, comme je disais tout à l'heure, des problématiques pas forcément liées à mes souvenirs d'enfance. Quand j'ai écrit par exemple Man en Pethei, voilà, Pethei, c'est penser que d'un côté, donc préjuger. C'est parce que l'être humain est pétri aussi de cette imperfection-là. On aime juger les gens d'après leur apparence, et donc j'ai voulu le rendre poétiquement dans ce texte. Voilà. D'accord. Autre chose aussi à noter et qui est très intéressant et on en est tous très reconnaissants, à la fin ou au début, je ne sais plus, il y a un QR code. Oui, alors pour ceux qui sont présents ici, à la fin de Rainé... La troisième de couverture. La quatrième de... Non, c'est pas la quatrième, l'avant-quatrième de couverture. Vous avez un QR code, vous placez votre téléphone, vous flashez et en fait vous avez les textes lus par l'autrice elle-même. Alors c'est pas du tout pour modéliser, hein, c'est pas pour dire c'est pas du tout ça. C'est simplement pour donner mon émotion quand je lis le texte. Quand je lis par exemple le poème que j'ai dédié à mes filles en langue tahitienne, voilà, vous allez sentir de l'émotion dans ma voix. Ou le poème Ihotatao, qui est un poème sur les papar atupuna et puis sur les problèmes fonciers. Voilà, mon grand-père était un propriétaire terrien et ma mère qui est présente ici peut le témoigner. On avait des tomités fénois, on avait des généalogies en veux-tu, en voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on est dans des appartements à louer. Pardon maman, hein. On est dans des appartements à louer et ben, je n'ai toujours pas de terre alors que mon grand-père, voilà. Donc j'ai écrit un poème là-dessus aussi. Donc vous voyez, ce sont des thématiques assez variées, assez intéressantes à... Bon, je prêche pas pour ma paroisse, mais... Si, c'est très bien. Mais franchement, c'est très varié. N'importe quel lecteur peut se retrouver, peut ressentir des émotions avec ces textes. Surtout celui de Noteaha que j'ai déjà lu. Et rien qu'à l'illustration que Tokai a, qui est là, il est juste là. Rien qu'à l'illustration, voilà, on est pénétré par quelque chose. Ouais. Voilà, on a fait un peu le tour. J'aimerais passer du coup la parole au public. S'il y a des questions que vous souhaitez poser à Valérie, n'hésitez pas, elle est là pour ça et elle ne mordra presque pas. Maruru mete. Et Yorana. Yorana. Je vais parler aussi en tahitien. Maruru mete no tawe uira. Trat o raine. Alors, il demande que signifie raine. Parce que beaucoup de personnes disent que ça veut dire raine. Raine, quand vous regardez dans le dictionnaire du Farivana, pour ceux qui le savent, Lovaina, certainement tu le sais, hein, Raine, c'est la fleur du cocotier, mais ce n'est pas le sens que j'ai gardé ici. Raine, ici, vient du mot line. Et Atiateye, c'est un chemin qui a été creusé dans la terre. Et
Voilà, c'est une comparaison avec les chemins et les sillons que l'on a dans notre cœur. Quand on creuse, qu'on a à l'intérieur de nous, on peut sortir des émotions, des sentiments, des expériences et les partager avec autrui. C'est ce que j'ai voulu faire ici de manière vraiment authentique. Yorana Vahi. Yorana. Aitovhaine. Nā tō i tiro teiti, nā oe e tau turu mai au, ore ia o rato hora i te whea i te mai nā tui tiro whrani. Te ui au o whaaroro o te te monta atai po rama ia au te pepe e nā tura. Me nā hea pa i tera mana o i roto ia oe, o rea te monta ata papa i puta, e o mai e, i te teime rato e proporo mai e tā rato puta i papa e. Te e mahana go tia mai oe e tā ata papa i puta, mātou e tā ata tei o puta, me nā hea pa i tera mō mana o, mō awei rata i ia oe e ohe e tā oe parau te mahana, ia matara mai to e mana o, ia marawarama mātou, i tera o hipa, i tupu tu to e a au, i puta mai e nārato i te papa e nārato i tā oe parau a i te awate ane. Miti mai te marawarama o i tā uira a. Whai tinoa. Alors je vais le dire peut-être en français, j'entends beaucoup de gens dire on est émerveillé la facilité avec laquelle Valérie s'exprime de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle est capable de concevoir, de ce qu'elle a été capable de bâtir, de construire avec des mots. Comment ça se fait qu'il y a cette facilité en elle et d'autres auteurs de parler de ce qu'ils ont écrit, voilà, marqué sur des pages, et cette comme des aptitudes à l'oralité, parce qu'on est dans l'oralité là, on entend des choses, on entend ta voix, on apprécie cette voix, on apprécie ce qu'elle... Comment ça se fait qu'il y a cette, quelque chose qui fait qu'on est entraîné à aller encore plus dans l'écoute de ce que tu es capable de dire maintenant à l'oral? Alors je vais te répondre en français pour que tout le monde puisse... comprendre un petit peu ce qui se dit. Je pense que, alors déjà quand j'étais enfant, j'étais assise à l'arrière de la pirogue, comme je le disais tout à l'heure. Mon grand-père remplissait la pirogue de poissons et je jouais déjà à la maîtresse. Donc chaque poisson était Teva, Tino, Maïté, voilà. Et en fait, je leur racontais des histoires et je pense que c'est ce qui m'a sauvée aujourd'hui parce que je suis capable aujourd'hui de conceptualiser, de mettre en mots mes idées, mes pensées. Ça, c'est une chose. Et puis finalement, je suis devenue professeure des écoles en 92. Et je pense que ça aide parce qu'on est constamment en train de mettre en mots nos pensées devant les élèves et ça facilite grandement. Je ne suis pas la seule à pouvoir le faire. Vous prenez n'importe quel enseignant lambda ici présent, il est capable, Nahani, Virginie, on est tous capables de mettre aisément en mots. Et puis peut-être le troisième élément aussi, c'est qu'on est un peuple à tradition orale, quelque part dans notre inconscient collectif. Je pense qu'on a gardé cette oralité, cette facilité à dire les choses, à exprimer les choses, mais pas pour Fahoua, pour Faourou. On a cette authenticité en nous et cette sincérité en nous. Merci, Sylvia. Ok, juste une deuxième intervention. Mais maintenant, je vais parler en français parce que tu citais tout à l'heure celui qui avait mis comme préface, c'est Jackie Brion. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'il raconte, il a mis en mouvement avec le groupe de danse Itireva. Moi, ce que je voudrais, c'est que autant de bébés qui a de la valeur comme à Orihiro, que ça soit aussi en audio, si possible. Tu parles de ces poèmes-là, alors? Ils sont déjà en audio. Il y a un QR code à la fin qu'il faut flasher et, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils sont déjà lus. Il y a encore une question et ce sera très certainement la dernière.
Je pose la question sur un poème qui est à la page 40, Inita Tiatiamoa, l'encre faite à base de fougères de Tiatiamoa. C'est beau, mais peut-être que... Et c'est compliqué finalement, parce que c'est complexe. En langue tahitienne. En langue tahitienne. Et la question, c'est pas vrai, enfin je sais pas si c'est une question, mais d'abord fascination. Waouh. Mais néné te ora. Néné pen enoruto to opratera te ora te famaye tra pronoteraini. Donc alors un commentaire. Comment t'es venu? La question c'est comment t'es venu l'inspiration sur ce poème, l'encre à base de fougères. Je trouve ça très beau. Alors. Ce poème a une histoire très forte parce qu'en fait, je visite le musée de Tahiti et des îles ce jour-là. C'est exactement un 16 novembre. Et quand je visite, je suis attirée par un tiputa en exposition et je m'aperçois qu'il y a des taches sur le tiputa. Le tiputa, c'est un poncho à base en écorce en tapa, écorce de purau. Et je m'aperçois qu'il y a des taches et je m'approche, je vois qu'ont été appliquées minutieusement des fougères, donc des tiatiamoa. Et là, je suis saisie d'émerveillement parce que je me dis, waouh, ce sont des traces du passé, des empreintes. Et tout de suite, il y a ce poème qui jaillit comme ça, Inita tiatiamoa. Et en fait... oui, c'est un peu complexe parce que j'ai voulu lui rendre cet hommage d'élévation un peu dans ce musée, mais ce n'est pas un problème parce qu'il y a la traduction à côté, Lovaina. Et là encore, je n'ai pas voulu utiliser un langage populaire pour rendre hommage à cette œuvre du passé. Quand vous irez au musée, vous changerez complètement votre regard quand vous allez voir ce tiputa sur le mur parce qu'il est absolument magnifique. Et d'ailleurs, j'ai un des... Oui, Rainé, tu parlais de Rainé, c'est parce que l'avant-dernière strophe, c'est le tapa qui s'adresse à la fougère et qui lui dit « Finalement, tu m'as épousé ». Et oui, parce qu'elle est appliquée sur le tapa, la fougère. Tu m'as épousé et dans le sillon de ce mariage entre le tapa et la fougère, eh bien, coule ta sève. Voilà. Donc, voilà pour ce poème. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et ce sera le merveilleux mot de la fin. Merci. J'aimerais des applaudissements, s'il vous plaît. Et bien sûr, pour notre magnifique modératrice Marie Valleux, merci à toutes les deux. Merci Marie-Va. Merci à toi.